Interesting evening, and we learned a lot, and we're going to talk about that, and I'll say a few remarks, and then after that I'll ask the press to leave. The press has been very nice to us the last couple of months. They were great to us in terms of the foreign visits with China, Japan, South Korea, Malaysia, and they were actually terrific. So I want to thank you for that. I'm sure you'll get back to your normal ways soon, but we did a great job over in China. Aujourd'hui, le sujet est quelque chose que beaucoup ont remarqué, mais que peu ont eu le courage de dire à voix haute. Le sentiment que le système s'est finalement effondré. Que ce pouvoir qui semblait intouchable depuis des années a commencé à se désagréger, en direct, sous les projecteurs de l'histoire. Et si, à un moment donné, vous avez regardé cela avec une boule dans la gorge, avec colère, avec ce mélange de découragement et d'impuissance face à une démocratie traitée comme un outil de commodité, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui s'est réellement passé dans les coulisses de la scène qui a paralysé le Sénat des États-Unis d'Amérique. Et croyez-moi, il ne s'agit pas seulement d'un groupe de sénateurs révoltés quittant une session. Il s'agit d'une fracture qui pourrait redéfinir le cours de la politique américaine. Tout a commencé avec le nom d'Émile Bois, nommé par Donald Trump pour occuper un poste à vie en tant que juge fédéral. Un nom qui, à première vue, passerait inaperçu. Mais lors de l'audition devant la commission judiciaire du Sénat, les sénateurs du Parti démocrate se sont retirés en signe de protestation. Ils ont crié, dénoncé la violation des règles internes et qualifié le processus de mise en scène. Ce n'était pas un simple désaccord, c'était un cri de ras-le-bol. Imaginez le président de la plus grande puissance mondiale dans son deuxième mandat, avec le Sénat sous son contrôle et une base loyale qui le suit aveuglément. Imaginez maintenant cette image se désintégrer devant les caméras. C'est exactement ce qui s'est passé. Trump, comme à son habitude, s'est précipité sur les réseaux sociaux pour exiger la fin du filibuster, la règle qui oblige le Sénat à obtenir 60 voix pour approuver certaines propositions. Il a fait pression sur ses alliés pour qu'ils détruisent cette tradition avec ce qu'il a appelé l'option nucléaire. Et pourquoi une telle précipitation? Parce que le pays était déjà confronté à 31 jours de paralysie gouvernementale. Des fonctionnaires sans salaire, des administrations à l'arrêt, des familles désespérées. Et au lieu de négocier, Trump a préféré forcer la rupture institutionnelle pour imposer sa volonté. Mais le coup lui a explosé au visage. Les sénateurs du Parti républicain lui-même ont refusé de suivre l'ordre. Certains se sont levés et ont quitté l'audience. D'autres, comme John Thune, le leader de la majorité, ont déclaré ouvertement qu'ils ne soutiendraient pas la fin du filibuster. Cela allait bien au-delà d'un simple désaccord. C'était un acte d'insubordination. Un moment où le parti, devant tout le pays, a dit à son leader « Tu ne nous commandes plus ». Et si vous en avez assez de voir tout être étouffé, de sentir que le système s'effondre entre les mains de ceux qui devraient le protéger, alors c'est le genre d'analyse que vous devez suivre. Ici, nous montrons ce qui est réellement en jeu, sans phare et sans censure. Si cela vous semble logique, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre présence est essentielle pour que cette conversation se poursuive, car le scénario est plus profond qu'il n'y paraît. L'image de Trump en tant que négociateur implacable, l'homme qui gagne toujours, a subi un coup dur, car si même ses plus proches alliés ne lui obéissent pas, que reste-t-il? Le blocage n'était plus seulement un différend budgétaire. Elle est devenue une guerre symbolique pour le contrôle du pouvoir. Qui le détient? Qui l'a perdu et qui n'accepte plus d'être soumis. La situation s'est aggravée de manière irréversible. La demande de suppression du filibuster a révélé un fossé au sein même du parti, entre ceux qui veulent le pouvoir absolu immédiat et ceux qui pensent encore à la survie des institutions. Entre ceux qui se tournent vers les élections de 2028 et 2030 et ceux qui affirment que le Sénat ne peut être détruit sur un coup de tête d'un seul homme. Cette résistance a marqué un tournant, une rupture qui pourrait évoluer vers une fracture totale. Vous aussi, vous avez le sentiment que nous assistons à la fin d'un cycle? Alors commentez. Moi aussi,
j'ai le sentiment d'assister à la fin d'un cycle de pouvoir. Votre participation est plus importante que vous ne le pensez. Au cours des prochains mois, nous verrons si Trump va intensifier la pression ou s'il va finalement reculer. Mais une chose est déjà claire. Son image d'invincibilité a été ternie et elle ne sera peut-être plus jamais la même. Donald Trump s'est réveillé le 31 octobre avec le sentiment urgent qu'il devait agir. C'était Halloween, une journée chargée de métaphores, et peut-être n'a-t-il pas lui-même perçu l'ironie de tenter de sauver sa présidence dans un contexte qui ressemblait déjà à un cauchemar politique. Le blocage budgétaire durait depuis des semaines, et chaque jour, les chiffres froids des feuilles de calcul prenaient des visages réels, des voix angoissées, des histoires de désespoir, des fonctionnaires fédéraux sans salaire, des services publics paralysés, des programmes sociaux suspendus, des familles au bord de la ruine. Face à cet effondrement, Trump a réagi comme il l'a toujours fait, en se précipitant sur les réseaux sociaux, en lettres capitales. Comme s'il criait de l'autre côté de l'écran, il a ordonné la fin immédiate du filibuster, la règle qui exige 60 voix pour certaines approbations au Sénat. Il a demandé aux républicains de recourir à ce qu'il a appelé l'option nucléaire. Sans plan, sans stratégie, avec pour seule motivation la destruction de tout obstacle qui l'empêcherait de gagner. Mais la réponse n'est pas venue comme il l'espérait. Les sénateurs républicains qui, pendant des années, l'avaient suivi avec une obéissance presque automatique, commençaient maintenant à se soulever. Certains ont quitté la salle. D'autres, comme Johnson, ont pris la parole pour défendre ce qu'ils ont appelé l'essence même du Sénat, l'équilibre, le respect des minorités, la protection des institutions. Derrière cette You don't hand matches matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. De plus. Car si Trump pouvait enfreindre les règles aujourd'hui pour servir ses intérêts, qu'est-ce qui l'empêcherait d'aller plus loin demain? La peur d'être considéré comme les complices du démantèlement de la démocratie était plus forte que la peur du président lui-même. Et ce revirement a été décisif. Un leader habitué à contrôler par l'intimidation s'est soudainement retrouvé face à un mur érigé par ses propres alliés. Ce n'était plus l'opposition qui le défiait, mais sa propre armée. La base, qui auparavant s'inclinait au moindre signe de commandement, le regardait désormais en face. Et ce changement a bouleversé toute la structure du pouvoir. Car si un président perd le contrôle de son propre parti, que reste-t-il de son autorité ? La crise a dépassé les frontières de l'actualité. Dans les coulisses, le ton des conversations a changé. Ce qui n'était auparavant que des murmures de mécontentement s'est transformé en déclarations explicites. Trump a perdu le contrôle. L'ère de la peur est révolue. Ces phrases ont commencé à circuler dans les couloirs et les bureaux de Washington. Et la logique s'est inversée. La peur de l'affronter est devenue moins grande que la peur de sombrer avec lui. Les sénateurs ont commencé à faire des calculs politiques. Soutenir Trump pourrait signifier la fin de leur carrière. L'usure auprès des électeurs modérés, l'étiquette de soumission. Prendre ses distances, en revanche, signifiait avoir une chance de survivre, de dire publiquement qu'ils avaient eux aussi résisté. Et c'est ainsi, petit à petit, que la désertion a commencé. D'abord par le silence, puis par des déclarations prudentes, plus tard par des discours ouverts. Et Trump, habitué à punir tout signe de rébellion, n'a cette fois pas eu la force de réagir. Il était acculé. Le même système qu'il avait utilisé pour soumettre ses adversaires se retournait maintenant contre lui. La presse a flairé le sang. Des titres explosifs ont fait leur apparition. Les experts parlaient d'effondrement de l'autorité, d'érosion du pouvoir présidentiel, de déclin de l'influence. Et même si Trump essayait de crier sur les réseaux sociaux, d'attaquer les journalistes, de renverser les récits, le contrôle de l'histoire lui avait déjà échappé. Il n'était plus l'auteur du scénario. Il était le personnage englouti par l'intrigue. Et cela, à Washington, est fatal, car là-bas, le pouvoir est aussi volatile qu'un parfum. Lorsqu'il cesse d'être perceptible, tout le monde le remarque. Et l'éloignement commence.
Les alliés battent en retraite, les stratégies sont réécrites. Les coalitions changent de direction. Et la perspective d'un nouveau cycle politique prend de l'ampleur. Un cycle qui, peut-être, n'aura plus de place pour Trump. Pas avec la même crainte, pas avec la même force, pas avec la même domination. Le processus de rupture est en cours. Et si vous avez déjà senti que quelque chose n'allait pas, que les rouages du pouvoir soutenus par la peur commençaient à rouiller, vous en avez maintenant la preuve. Les gestes, les absences, les hésitations en disent long. Lorsque même les alliés les plus fidèles choisissent le silence face à la crise, c'est parce qu'ils ont compris que le château s'effondrait, et personne ne veut être enterré avec lui. La résistance à l'option nucléaire n'était que le déclencheur. Ce qui a suivi a montré que la fracture était plus profonde. Un point d'inflexion, un réveil collectif au sein du parti, l'instinct de survie politique. Les sénateurs se tournent vers les prochaines élections, étudient les sondages, écoutent le mécontentement dans les rues. Et ce qu'ils trouvent, c'est la désillusion. Des gens fatigués, des gens effrayés, des gens en colère contre un système qui promettait de réparer et qui n'a apporté que le chaos. Et beaucoup voient désormais Trump non pas comme une solution, mais comme un symptôme. L'homme qui promettait de restaurer la fierté américaine semble désormais perdu, isolé, acculé. La base commence à se poser des questions. Le doute grandit et Trump le ressent. Dans chaque discours, dans chaque pause, le leader qui a toujours réagi avec instinct hésite désormais. Et lorsqu'un homme de pouvoir commence à hésiter, l'Empire commence à s'effondrer, non pas dans un fracas, mais dans le bruit continu des loyautés qui se désagrègent, des alliances qui s'évaporent, de la peur qui se transforme en mépris. Ce que nous voyons, c'est la fin d'une ère de domination. L'effondrement se produit sous les yeux de tous, en temps réel. Et ceux qui tremblaient auparavant devant Trump observent maintenant en silence, attendant le moment opportun pour tourner la page. Car cette page est déjà en train d'être écrite, et son titre est clair, le début de la fin d'un empire. Alors que le tumulte envahissait les chambres du Sénat, que les microphones enregistraient les cris de révolte et que la retransmission était coupée par des voix exaltées dénonçant une farce imposée à la démocratie, quelque chose de beaucoup plus profond se passait loin des caméras. Ce qui s'effondrait, ce n'était pas seulement une session législative, mais la structure du pouvoir que Donald Trump avait mis des années à ériger, un édifice soutenu par la peur, la force et l'obéissance aveugle qui commençait à se fissurer sous les yeux du pays. Car ce n'était pas seulement une protestation, ce n'était pas seulement un refus politique, c'était un acte de rébellion institutionnelle, publique, directe. Un non au président, à l'homme qui, pendant des années, a contrôlé chaque mouvement de son parti par l'intimidation et l'imposition. Et lorsque ce type de refus se produit en direct devant l'histoire, il n'y a plus moyen de dissimuler la blessure. Les sénateurs ne se sont pas contentés de s'exprimer, ils se sont levés, ils sont sortis, ils ont laissé des sièges vides comme symbole de rupture. Et ce geste, silencieux et puissant, a envoyé un message impossible à contenir. L'empire de la soumission s'effondrait. Et avec lui, le mythe de l'invincibilité s'effondrait également. Tout pouvoir autoritaire repose sur les apparences. Lorsque l'apparence de force s'effrite, la peur change de camp. C'est le début de la fuite. Les alliés de Trump ont commencé à peser leurs mots. Les défenses publiques sont devenues plus timides. Le ton de révérence a été remplacé par la prudence. Dans les coulisses, les premiers mouvements de distanciation sont apparus. Et là où il y avait auparavant une loyauté aveugle, l'instinct de survie politique fleurit désormais. Les dirigeants internes parlent déjà à voix basse de la nécessité de reconstruire le parti, de repenser l'avenir sans dépendre d'un seul homme. Cette idée, auparavant impensable, gagne désormais du terrain. Car le pouvoir de Trump n'a jamais résidé uniquement dans ses propositions, mais dans sa capacité à faire taire la peur collective. Et cette peur a finalement commencé à s'évaporer. Ce qui apparaît à la place, c'est la frustration. Et la frustration partagée est le carburant de la révolte. Un mouvement de libération commence à émerger. Trump le sent. Il le voit. Il le perçoit.
Les regards qui évitent le contact, les promesses qui ne sont plus tenues, les discours qui résonnaient autrefois comme des serments et qui sonnent désormais creux. En désespoir de cause, il réagit de la seule manière qu'il connaisse. Il retourne sur les réseaux sociaux, il hausse le ton, il crie, il accuse, il désigne des ennemis. Mais ces mots n'ont plus le même poids. Le son du pouvoir a perdu de son écho. L'autorité sans légitimité n'est plus que du bruit. Et pendant ce temps, des millions d'Américains observent. Ce n'est pas seulement une dispute politique, c'est la vie réelle qui est en jeu. Des familles sans salaire, des fonctionnaires épuisés, des prestations suspendues, le pays paralysé. Et le président, au lieu de chercher une solution, exige la fin d'une règle qui protège la minorité elle-même contre les abus de pouvoir. Il veut détruire l'un des derniers piliers démocratiques pour imposer sa volonté. Et pourtant, il échoue. Vaincu non pas par ses adversaires, mais par ses propres alliés. Rejeté par ceux qui, jusqu'à récemment, le vénéraient. C'est le genre de défaite qui ne s'efface pas, parce qu'elle laisse des cicatrices, visibles, politiques et historiques. À Washington, rien ne se passe sans conséquence. Un geste aujourd'hui est un précédent demain. Et lorsque les sénateurs découvrent qu'ils peuvent défier Trump et survivre, qu'ils peuvent dire non et conserver leur poste, leur base, leur chance de réélection, le charme est rompu. La peur cesse d'être le ciment qui maintenait l'unité du parti. Et lorsque la peur disparaît, le pouvoir se fragmente. Le parti commence à se reconfigurer, divisé entre ceux qui s'accrochent encore à la figure de Trump et ceux qui envisagent déjà l'avenir au-delà de lui. Car le vide laissé par un leadership en déclin ne reste jamais vide très longtemps. D'autres bougent déjà, s'articulent déjà, se positionnent déjà. Et Trump, qui a toujours su vaincre l'ennemi extérieur, est désormais confronté à quelque chose de bien plus dangereux. La défection interne. Il n'a jamais appris à gérer la perte de contrôle sur ses propres fidèles. C'est là sa véritable faiblesse. Et elle est désormais exposée, nue, aux yeux du monde entier. La presse l'a remarqué. Les analystes l'ont remarqué. Le public l'a remarqué. Le récit de l'invincibilité s'est effondré et personne ne peut reconstruire une légende lorsque le public ne croit plus aux héros. Même si les indices de popularité ne montrent pas encore la chute complète, quelque chose de profond a changé dans l'imaginaire collectif. L'idée que Trump peut être défié et vaincu a été semée. Et une fois plantée, cette graine pousse. Les prochaines semaines seront le test définitif. L'épisode au Sénat n'était qu'un début. D'autres ruptures viendront. Chaque affrontement montrera si le Parti républicain va à nouveau capituler ou s'il va suivre la voie de l'émancipation politique. Et chaque geste de Trump sera observé à la loupe. Chaque mot, chaque réaction, chaque insulte. Parce que sa marge d'erreur s'est réduite. Il le sait. Le pays tout entier le sait. Et maintenant, les yeux se tournent vers lui, non pas avec révérence, mais avec une sombre curiosité, attendant le prochain faux pas, le prochain acte de désespoir, la prochaine confirmation que, oui, l'Empire est en train de s'effondrer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez la même chose, parce que vous réalisez que l'ère de l'obéissance aveugle touche à sa fin. Alors partagez cette histoire avec ceux qui croient encore que le pouvoir d'un homme est immunisé contre les lois du temps. Montrez-leur que ce à quoi nous assistons est historique. Le moment où la peur perd de son pouvoir et où le masque de l'autorité tombe. Et lorsque cela se produit, aucun réseau social, aucun cri, aucune insulte ne peut restaurer ce qui a déjà été brisé. Car l'empire de Trump, l'empire de la peur, s'effondre. Et cette fois, le monde entier regarde.